Bon, eh bien, bonsoir, merci d'être présent ce soir dans ces conditions un peu particulières, avec un masque chacun sur notre visage. Ça n'est pas fait pour améliorer et faciliter la communication, mais au moins on continue quand même de communiquer, c'est l'essentiel. Et je suis très heureux qu'on m'ait invité à faire cette conférence à Lorient, parce que c'est une ville que j'ai fréquentée il y a bien longtemps, quand je travaillais sur la citadelle de Belle-Île-en-Mer. Et donc j'étais très heureux de pouvoir faire cette présentation ce soir ici, dans ce beau collège, et de pouvoir du coup vous donner un point de vue, un regard sur cette question de la mutation des espaces. Alors, je me suis un petit peu interrogé sur la manière de procéder, parce que j'avais envie justement de répondre à cette thématique de la mutation des espaces, qui m'a amené un peu à me questionner, à remémorer un certain nombre de choses et de projets, sans vouloir pour autant faire une sorte de chronologie systématique, mais plutôt pour aborder la question de la mutation, de la transformation, qui est quelque chose qui m'occupe beaucoup dans mon travail. Et le point de départ en sera la citadelle Vauban de Belle-Île-en-Mer. On avait envoyé quelques visuels. La maison d'architecture de Bretagne a choisi celui-ci, on comprend pourquoi, c'est bien logique. Et puis de finir par un nouveau projet de port, et ça c'est nouveau pour l'agence, puisqu'on a gagné un concours qui nous amène à travailler sur le port Vauban d'Antibes. Donc je pense qu'on n'est pas loin du Grand Bassin, on n'est pas loin de l'Atlantique. Bon, là c'est la mer Méditerranée, mais c'est toujours une problématique portuaire, et c'est une problématique assez passionnante, donc j'ai choisi de conclure de la sorte. Alors cette conférence, évidemment, je l'ai introduite par la citadelle de Belle-Île-en-Mer. Vous avez là deux documents. Le document, c'est un diptyque avec d'un côté une photographie aérienne de nos jours, et puis de l'autre côté un plan qui a été laissé par Vauban, le grand ingénieur de Louis XIV, et qui est un plan tout à fait... c'est le premier plan qu'il donne pour transformer et aménager la citadelle. Autant dire que cette problématique de la transformation, c'est une problématique qui ne date pas d'aujourd'hui, cette problématique, cette question de la mutation, même si certains ou certaines font mine que c'est une nouveauté, ça a toujours existé. Simplement, on a souvent et longtemps, et notamment dans la période des Trente Glorieuses, on a souvent donné la prime à l'architecture contemporaine, à la création, à la construction neuve. C'est logique, vu la période qui est celle-ci. On a parfois l'impression que c'est quelque chose de nouveau, alors que c'est éternel, en fait, cette idée de travailler avec ce qui est déjà là, d'utiliser des ressources disponibles. C'est quelque chose que l'espèce humaine, l'humanité, a toujours pratiqué aussi loin que l'on remonte. Et on est bien évidemment aujourd'hui dans une situation de contraintes et de risques environnementaux, de problématiques énergétiques et climatiques qui font que, évidemment, ces questions reviennent à la surface. Et je dirais qu'on est aujourd'hui dans une époque qui devrait presque s'interdire de démolir, parce que démolir, c'est créer des déchets, c'est produire des matériaux nouveaux pour construire. Tout ce qui peut être transformé doit l'être. C'est une priorité, et c'est une réponse que les architectes, me semble-t-il, doivent porter haut et fier, et ce qui est le cas d'ailleurs. Et donc, ce soir, je voulais repartir de ce premier projet. Ce tout premier projet qui parle de mon parcours, parce que j'ai commencé d'abord par me passionner pour les dessins des ingénieurs militaires. Et je pense que mon parcours n'aurait pas été le même si ça n'avait pas été le cas, menant beaucoup de recherches dans les archives du service historique de la Défense, où sont conservées toutes les archives des ingénieurs du roi, puis officiers du génie, et ce sont des dizaines de milliers de documents. Et l'immense avantage de cette archive, c'est que d'une part, c'est une archive qui est classée par topographie, par nom de lieu, par nom de ville, par nom de fort, et d'autre part, par année d'exercice budgétaire. Donc on a un déroulé, on peut sur un site, si tant est que les archives n'ont pas été détruites, n'ont pas connu quelques aléas, ce qui peut arriver, quand on a de la chance, eh bien, on a un déroulé complet qui des fois remonte au XVIe siècle et se termine au XXe siècle. Et on a la possibilité d'avoir une compréhension d'une chose qui m'a tout de suite marqué à cette époque-là, avant que je pense à faire de l'architecture moi-même,
c'est que tout se transforme en permanence. Il n'y a jamais de bâtiments qui ne connaissent pas de transformation. D'abord, les usages, la vie que celles et ceux qui habitent ces bâtiments, ou vivent dans ces bâtiments, ou travaillent dans ces bâtiments, amènent. Mais bien au-delà de ça, surtout, les contraintes, les besoins, les évolutions, tout ça, ça amène un travail de transformation, d'adaptation permanent. Et paradoxalement, s'agissant de la chose militaire et des forteresses, plus qu'ailleurs, parce que dès qu'un système est obsolète, eh bien, personne n'a aucun état d'âme pour le transformer, voire en démolir une partie, la transformer, la reconstruire, pour l'adapter aux nouvelles armes, aux nouveaux enjeux. Et donc, cette transformation est quelque chose qui est à l'œuvre, y compris quelqu'un comme Vauban a pu construire quelque chose, le transformer de son vivant, parce qu'il fallait le transformer pour répondre à une nouvelle contrainte. Donc, c'est quelque chose de très pertinent, de très intéressant. Alors, ce premier plan, trouvé évidemment dans ses archives, c'est le premier plan que donne Vauban de la citadelle de Belle-Île-en-Mer. Et il donne ce plan, et tout de suite, ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne dispose pas des moyens dont nous disposons aujourd'hui, et pour raconter le projet, eh bien, il utilise un code couleur. Ça peut sembler aujourd'hui tout simple, tout bête, on parle beaucoup de yellow, black, red. Nos amis suisses ont fait des ouvrages là-dessus, nos amis architectes suisses, mais en fait, on n'a pas attendu le XXe siècle et un canton de Genève ou de Lausanne. C'est une pratique qui s'opère dès le XVIIe siècle chez ces ingénieurs. Pour pouvoir rendre compte de ce qu'ils conservent, de ce qu'ils démolissent et de ce qu'ils construisent, ils utilisent tout simplement un code couleur et ils donnent une représentation simultanée sur un document de ce qu'ils vont conserver et de ce qu'ils vont construire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement instructif. Alors, les couleurs ont mis un peu de temps à se stabiliser, elles ont évolué au gré des règles ou au gré des périodes. Là, vous voyez, le gris, c'est ce qui existe, et le jaune, c'est ce qui va être construit ou transformé. Donc c'est une richesse extraordinaire, parce qu'on peut voir plan après plan, année après année, tel bout de mur transformé, tel bastion construit, tel bâtiment poursuivi. Et donc on rentre dans une compréhension extrêmement fine. Je vous passe les mémoires de 100 ou 150 pages, où tout est décrit, les vis, les clous, plus exactement, les planches, les éléments qui sont mis en œuvre avec les descriptifs, les toisés, puisque à l'époque c'est la toise, pas le mètre, les budgets, et puis l'année suivante, l'ingénieur qui est malheureux, qui dit qu'on ne lui a pas donné assez d'argent, qu'il n'a pas pu réaliser ce qu'il aurait dû, mais qui continue l'année suivante, et donc on peut voir année après année ce qui se passe. Et c'est là qu'on comprend cette transformation, cet entretien aussi, cette maintenance permanente qui est... C'est bizarre ça. Qui est à l'œuvre. Alors vous avez ce dessin qui est assez étonnant, avec une rose des vents, qui est représentée d'ailleurs, pas au nord, mais qui est représentée comme si on regardait Belle-Île depuis la côte, depuis le continent. Donc ça aussi, tous ces codes, aujourd'hui, sont bouleversés, mais ils étaient utilisés de la sorte. Et puis derrière, un document sur lequel vous allez peut-être avoir un peu plus de mal, mais je vais vous aider avec le doigt, vous voyez représenter ce projet qu'a Vauban, de surélever tous les remparts, de manière à répondre aux lois de la balistique et de l'optique, et de surélever ce qui préexiste. Et en fait, vous avez dessiné ici en tireté le rempart tel qu'il existe quand il arrive sur le site. Et donc sur ce document, à nouveau, on a en simultané l'existant et le projet. Donc c'est très intéressant de comprendre que ces ingénieurs pratiquent ce que l'on essaye aujourd'hui avec l'état existant, l'état projeté, d'essayer de comprendre de comment on passe de tel à tel point. Et c'est quelque chose, de ce point de vue, je trouve assez fascinant que de voir ces ingénieurs du XVIIe siècle, bien loin de nous, qui pratiquaient déjà ça. Vous voyez au passage qu'il y a des tâches sur les documents. Enfin bon, c'est des documents qu'on utilise. Ce n'est pas des documents pour faire joli. C'est des vrais documents qui sont manipulés jusqu'à l'usure extrême. Surtout quand il s'agit d'un document de Vauban, les générations d'ingénieurs successives prennent ça de plus en plus avec les pincettes. Alors, quand j'ai travaillé sur cette citadelle, oui, ça revient. Alors, quand on travaille sur un site comme ça, on essaye de le comprendre. Et donc là, c'est une succession de maquettes, de petites maquettes en plâtre qu'on avait réalisées pour essayer de comprendre comment ce site se transforme sur lui-même. Et c'est assez intéressant parce que l'outil, c'était avant SketchUp, parce que je vous parle d'une époque, vous n'avez peut-être pas toutes et tous connu, mais
je vous parle d'une époque, c'est le début des années 90, donc ça ne nous rajeunit pas tout ça. À une époque où le numérique n'est pas, comme il est aujourd'hui, omniprésent, on n'a pas SketchUp et les logiciels qui font des petites 3D en 4 coups de cuillère à peau. Non, on est plutôt sur des moyens relativement traditionnels, et la maquette, dans ce cadre-là, est quelque chose, est un outil extrêmement appréciable pour comprendre comment les choses se font. Donc voilà les maquettes. Et vous voyez des bâtiments qui existent dans une certaine disposition, puis vous voyez le centre de cette citadelle qui se remplit de construction parce qu'on a besoin d'abriter davantage de soldats. Et puis vous voyez là un bâtiment qui est remplacé, un bâtiment qui était tout à l'arrière de l'ensemble, qui est remplacé par un bâtiment plus petit. Et enfin, suite à un siège et suite à l'occupation de Belle-Île par les Anglais pendant 2 ans, le siège qui amène la destruction partielle de l'intérieur, et bien des projets de reconstruction avec un nouvel arsenal, un nouvel pavillon, donc des nouveaux bâtiments. Tout ça pour dire que entre l'époque des Gondis, le XVIe siècle, et puis le XVIIIe siècle, en 2 siècles, c'est un site qui change, qui se transforme sur lui-même, et avec des masses qu'on a du mal à imaginer, parce que ce sont des dizaines de milliers de mètres cubes que l'on remue, ce sont des centaines de milliers de mètres carrés que l'on construit. Donc c'est un site qui se transforme sur lui-même et qui est parvenu jusqu'à nous dans un certain état. C'est un site qui sert à faire la guerre, c'est clair, et c'est sa raison d'être. C'est sa raison d'être, et ici on a une photo, c'est assez rare d'avoir des photos avec l'armement à l'intérieur de ces sites, tout simplement parce que l'armement ça coûtait cher et donc on le rangeait à l'intérieur des bâtiments quand on n'était pas en période de guerre. Heureusement, la guerre n'était pas permanente, donc tout ça était stocké dans des arsenaux, dans des magasins. Mais là, on est au XIXe siècle et on voit qu'il y a une quantité de boulets impressionnante, qu'il y a une quantité de tubes de canon et d'affûts de mortier aussi impressionnantes qui sont stockés dehors, parce que l'arsenal, décidément, parce que l'arsenal, ça revient, parce que l'arsenal est affiche complète, tout simplement. Donc c'est une période de guerre, on est à la fin du Second Empire, et on voit que la citadelle a beaucoup de matériel à disposition pour assurer sa défense. Ça va s'arrêter à un moment donné, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne suis pas là pour vous parler de l'histoire de la citadelle, mais plutôt pour vous parler de cette transformation, de cette mutation des sites et des bâtiments. Et mon premier client, que je voulais vous présenter ensuite, qui est décédé il y a de ça un certain temps, il achète une citadelle dans cet état-là, au service des domaines, et vous voyez qu'évidemment la citadelle a été envahie, rongée par la végétation. Le végétal, il grignote, dès qu'on ne s'occupe pas de lui, il pousse, il repousse, dès qu'il y a la présence humaine disparaît, c'est fini, en fait, la nature s'impose, reprend les formes, les transforme. Elle prend sa revanche, d'une certaine façon, sur ce que parfois l'homme a pu lui faire en la transformant. Et là, c'est le cas. Et les couvertures, évidemment, sont trouées, tous ces éléments sont perdus et vont devoir faire l'objet de travaux très importants pour pouvoir reprendre leur bon état. Et aussi, je vous présente André Larquetout, mon premier client qui est venu me chercher au milieu de mes grimoires et de mes archives en me disant « Vous êtes architecte et vous vous intéressez à l'architecture militaire. J'ai entendu parler de vous et je pense qu'on ferait une bonne équipe. » Au début, quand on est jeune architecte et que quelqu'un vient vous voir comme ça et qu'on n'a pas posé sa plaque, qu'on n'a pas travaillé en agence, on se dit peut-être qu'il se moque de moi, ou peut-être que c'est un doux rêveur, ou peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas encore vraiment bien compris ce que je fais dans la vie. Eh bien, pas du tout, finalement, ça a été un travail qui a duré au long cours, pendant presque entre 12 et 15 ans, selon les périodes qu'on met dans tout ça ou pas. Et ça a été un travail pour moi qui a été extrêmement formateur. Ce André Larquetout, à qui je pourrais se dire je dois tout, parce qu'il m'a appris le chantier. À une époque où à l'école d'architecture, on parlait guère de chantier, et lui avait commencé comme ingénieur, avait fini comme patron d'entreprise de bâtiment, et avait monté sa propre entreprise pour y mener des travaux. Alors pas toujours dans les règles de l'art au sens des monuments historiques, puisque pour lui, homme né au début du XXe siècle, le progrès, c'est le béton. Et donc le béton, si Vauban avait connu le béton, il aurait utilisé le béton. Et c'est sans doute vrai d'ailleurs. Et donc, chaque fois qu'il y avait un problème quelque part, il coulait un peu de béton, il faisait une poutre, il ferraillait une dalle. Évidemment, les monuments historiques étaient un peu inquiets, un peu outrés. Et je suis arrivé, et tout modestement, ayant fait l'école de Chaillot, j'ai commencé à lui prodiguer mes conseils en me disant qu'il allait me passer par la fenêtre si je continuais, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce qu'il était animé par une seule chose, bien faire le mieux possible, et montrer qu'il était de bonne foi et qu'il avait envie de faire
une restauration exceptionnelle. Donc c'est très particulier. Ça nous a entraîné dans les travaux de déconstruction de ce qu'il avait fait, ce qui n'est pas évident. Je n'ai jamais connu un autre maître d'ouvrage ou un autre client qui a accepté qu'on démolisse quelque chose qu'il avait fait avant pour faire mieux. Ça, je n'ai jamais connu. Donc je le garde en mémoire et je voulais vous le présenter ce soir. Voilà, donc ça veut dire que pour reconquérir ce site, alors on est bien avant les problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui, donc il lance ses équipes, ça abat, ça tronçonne, ça y va, hein, on ne fait pas dans la dentelle. Mais d'un seul coup, qu'est-ce qu'on redécouvre? Eh bien, tous les murs qui ont subsisté, qui finalement, dont on s'aperçoit qu'ils ont été protégés par la végétation, ils ont été englobés par la végétation, ils ont été protégés, il n'y a pas trop d'effet de gel, dégel à Belle-Île, comme dans les montagnes, et donc finalement tout est presque là, intact, sous cette dent végétale. Donc c'est quelque chose de très impressionnant. Et tout de suite, la rencontre avec cette idée de la mutation des espaces, la transformation des bâtiments. Ici, vous voyez la base d'une des seules tours qui subsistent, qui était avant la citadelle, c'était la géographie qui fonde l'histoire, et avant la citadelle, il y avait un château à cet endroit. Il y a des descriptions, certains disent 3 tours, d'autres 4 tours, peu importe. La seule tour qui nous subsiste est celle-là, que Vauban ne va pas abattre, pas plus que ses prédécesseurs d'ailleurs, mais qu'il va transformer pour lui donner un usage qui est nécessaire de son temps. Et donc là, vous avez l'enveloppe extérieure à gauche de cette tour, et à droite, un mur qu'il élève pour tenir les terres d'un grand bastion, c'est-à-dire une grande plateforme d'artillerie, qu'il élève, vous l'avez vu tout à l'heure, il monte beaucoup plus haut les remparts, pour avoir une plateforme d'artillerie vers les hauteurs qui environnent la place forte, et donc pour lui permettre de se défendre, et de ne plus être dominé par les hauteurs. Et eh bien, il construit un contre-mur, on est presque entre un mur d'escarpe et un mur de contre-escarpe, mais avec un tout petit couloir périphérique qui donne une impression très forte. L'intérieur, c'est un tout autre programme. L'intérieur, la tour était sans doute déjà rasée, ça on le raconte, mais de manière assez réduite. Et on voit... Oui. Et on voit ici l'intérieur de cette tour. On voit les petites ouvertures. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il transforme cette tour, ce sont des systèmes d'évent, de ventilation. Il y a des ventilations basses sous le plancher, des ventilations hautes au-dessus du plancher. Et il transforme cette tour pour en faire une poudrière. Alors ce n'est pas très pratique pour stocker des tonneaux de poudre. Imaginez un chai pour stocker du vin, on construit plutôt des ensembles où on peut aligner les tonneaux, les faire en dispositif rayonnant, même si ça existe, pour la beauté du geste. Mais lui, eh bien, il adapte ce qu'il a sous la main pour ne pas perdre de temps et pouvoir tout de suite mettre en état de défense. Donc il transforme une ancienne tour médiévale en poudrière du XVIIe siècle. Et donc, voilà, il ne rase pas cet élément parce qu'il est omnubilé par la question des moyens financiers. Et ces mémoires sont toujours des mémoires où il écrit au roi ou au secrétaire d'État à la guerre en leur demandant de l'argent. À chaque fois, il a des retours, on lui dit « bah oui, on vous demandez 200 000, on va vous donner 80 000, voyez ce que vous pouvez faire avec ça ». Donc, là aussi, les conditions de l'exercice des architectes, qui ont toujours des grandes ambitions et qui sont toujours confrontés au budget, eh bien, on les retrouve, hein, c'est toujours éternel ces questions-là. Là, c'est un arsenal dans lequel étaient stockés donc, les canons à rez-de-chaussée et les fusils à l'étage, ça qui est construit pour cet usage. Mais là, on se trouve placé dans cette situation où à un moment donné, quand un bâtiment a été laissé à l'abandon, eh bien, il va falloir le restaurer pour être capable de lui redonner des qualités. Mais pas pour en refaire un arsenal où on stockerait des canons et des fusils. C'est bien, ça fait déjà beaucoup de temps qu'une citadelle est impropre à être une place forte. Avec l'apparition de l'avion, avec l'apparition de l'artillerie rayée avant, cette citadelle est caduque, elle n'est plus adéquate, et elle sert encore un certain temps à y loger les soldats, et puis il n'y a plus rien du tout. Donc tous ces bâtiments tombent en ruine, et donc là on s'est lancé dans un travail de restauration, de réfection de ces charpentes, pour y installer un lieu qui puisse accueillir une multiplicité d'événements, ce qui veut dire, pour en faire, dans le jargon des acronymes de notre époque, un ERP, c'est-à-dire un établissement recevant du public, avec toutes les contraintes que cela représente, en termes d'accessibilité handicapée, en termes de commission de sécurité incendie, en termes de tout ce que vous pouvez imaginer. On est dans les années 95-96, les réglementations ne sont pas du tout au niveau où elles sont aujourd'hui. Je pense que ce qui était fait à l'époque, on ne pourrait pas le faire comme cela aujourd'hui. Mais monument historique oblige, on bénéficie quand même d'un certain nombre de dérogations pour travailler. L'autre volet de la transformation des lieux, c'est la terre, le talutage. En fait,
toute cette architecture, c'est une architecture qui travaille avec le sol. Les ingénieurs sculptent le sol pour dégager des formes, des fossés, pour dégager des masses qui vont devenir des remparts, qui vont devenir des bastions, qui vont devenir des demi-lunes. Il y a tout un vocabulaire extrêmement fleuri qui parle de tous ces ouvrages. Et évidemment, quand on se met en tête, comme André Larquetout, de restaurer sa citadelle, eh bien, il faut refaire du talutage. Alors, je me suis trouvé confronté à cette question, à laquelle, évidemment, je n'étais pas formé le moins du monde, mais à laquelle qui m'a tout de suite passionné. Et puis, qui donne ces formes. Vous voyez, alors quand je vois ça, moi, ça me donne des petits frissons. Parce que vous voyez comment la lumière joue sur ces formes de talus qui sont engazonnés. Alors, c'est pas un gazon de golf, évidemment, c'est une herbe rustique, et ainsi de suite. Donc, toutes sortes de questions. La stabilité d'un talus, il y a des pentes au-delà desquelles il ne faut pas aller, ou alors on est obligé de recourir à des moyens artificiels, comme on le voit sur les routes, les autoroutes. Mais tant qu'on est en dessous de 40 degrés, eh bien la terre se tasse et elle tient toute seule. Elle n'a pas besoin d'éléments techniques, d'éléments nouveaux comme ce qu'on peut rajouter. Elle est autostable. Et donc là, vous avez cet effet-là. Et c'est évidemment quelque chose de très particulier que de se mettre à travailler avec le terrain, de déblayer, de remblayer le site pour arriver à lui redonner sa lisibilité. Alors, quelques années plus tard, eh bien voilà, ça donne ça. C'est-à-dire qu'on a redécouvert toutes les maçonneries, on a redécouvert le tracé de l'enceinte, qui est un tracé bastionné, avec le célèbre bastion, c'est-à-dire cet ouvrage à 5 côtés. Donc un est ouvert à la gorge du côté de la place d'Armes, et puis les deux flancs, alors attendez, c'est peut-être là que ça pourrait être bien mon truc. Une flèche. Voilà. Ah. On est vendredi soir, il faut que ça soit un peu pimenté quand même. Voilà, ça va. Donc vous voyez, un bastion, c'est la gorge qui est comme votre gorge vous relie votre tête à votre corps, parce que tout ça est dans la pensée des ingénieurs et relié à ces questions-là. Et puis des flancs, 2 flancs et 2 faces. Les flancs servent à flanquer, c'est-à-dire qu'ils prennent par tir d'enfilade et qu'il n'y a plus aucun angle mort. Donc tout ça, c'est une maîtrise de la géométrie, maîtrise de la coupe. Je ne sais pas, il veut s'éteindre. Ah, maîtrise de la coupe, et donc maîtrise de l'articulation des formes. Ici, vous voyez tout de suite qu'on est sur un site qui préexiste, avec une géométrie rocheuse qui est ce qui existe, et qui oblige les ingénieurs à travailler avec. La figure géométrique n'est pas parfaite, elle est irrégulière. Mais ils cherchent, autant que faire se peut, à la régulariser pour être capable de lui donner son efficacité technique. Alors, je crois que je vais... Oui, non, ça marche. Quand on veut abandonner, ça marche. Et alors, à ma façon, récemment, on a fait une petite expo dans une galerie d'architecture et on a voulu montrer les zones sur lesquelles on est intervenu. Avec le code, alors maintenant, le jaune, ça veut dire qu'on démolit, le rouge, ça veut dire qu'on aménage ou qu'on travaille, et le noir, c'est ce qui existe, auquel on n'a pas touché ou qu'on n'a pas transformé du tout. Voilà donc ce plan qui montre quand même des travaux assez importants qui se sont déroulés donc pendant une grosse douzaine d'années ou une petite quinzaine d'années, comme vous voulez. Voilà un peu la question. Alors, c'est un domaine, cette architecture militaire. Je crois que je vais continuer sans micro. Vous m'entendez là? Ouais. Bon, alors je vais continuer comme ça parce que c'est moins pénible. C'est un domaine, cette architecture militaire, cette architecture de guerre, qui m'a mis en relation, en fait, avec d'autres périodes, d'autres époques, d'autres questions qui sont posées, et avec ce qu'utilisent, ce dont parlent beaucoup les ingénieurs, c'est par art ou par nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la nature met à leur disposition un grand nombre de choses, un site bien positionné, une orientation, des moyens pour pouvoir construire qui sont à disposition, et que par moment, eh bien, il faut que leur art ou l'artifice ou l'artificiel viennent au secours du naturel. Et donc, ils analysent des situations entre le par-art et le par-nature. Donc, si vous construisez une place forte en plein milieu d'une plaine, eh bien, l'artificiel, l'art, a beaucoup plus d'importance que le naturel, puisqu'on est dans une plaine. Mais dès qu'on est sur un bout de rocher, sur un bout de côte, sur un bout ou sur une ville préexistante ou une forteresse préexistante, c'est plus la nature, mais c'est le contexte qui met à votre disposition beaucoup de choses. Et donc, c'est
C'est ça qui est très important. Et là, vous avez un abri défendu, un lieu de vie défendu en Dordogne, Roque Saint-Christophe, qui témoigne de ce génie humain de s'installer dans des lieux qui finalement requièrent extrêmement peu d'intervention humaine pour être utilisables, occupables et utiles. On en a là l'exemple. Ici, là vous devez reconnaître, c'est sur la presqu'île de Crozon, et c'est un éperon barré. Qu'est-ce que c'est qu'un éperon barré? C'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire c'est une forme, une presqu'île pratiquement, hein, une avancée dans la mer, dont on voit bien que le rocher rend difficile l'escalade, mais par contre, évidemment, il y a le contact avec la terre. Et là, eh bien, il y a quelques milliers d'années, eh bien, on n'a pas trouvé mieux que d'utiliser la terre, de faire du déblai, et avec ce déblai, de faire du remblai, c'est-à-dire de à la fois créer un fossé et un talus. Et ça, c'est évidemment la base de ce qu'est la défense. Alors, c'est une forme de mutation des espaces dans une période et une époque très lointaine, avec des enjeux qui sont ceux d'assurer sa défense, d'assurer sa survie, mais ça parle de transformation de la géographie d'une certaine façon, et ces éperons barrés que les archéologues connaissent bien tirent toujours leur qualité de la nature, c'est-à-dire du site géographique sur lequel ils se disposent, essayant chaque fois de réduire l'art, c'est-à-dire l'artificiel, ce qui va être bâti, transformé, aménagé, au strict minimum. Et là, on touche à un autre sujet très présent et permanent chez Vauban, qui est l'économie de moyens. L'économie de moyens, c'est utiliser les matériaux dont on dispose et non pas faire venir des matériaux de très loin. C'est utiliser les savoir-faire qui existent et qui sont présents, plutôt que de vouloir construire à une autre mode. On est à une époque, évidemment, où les choses ne sont pas encore globalisées. Alors ici, un petit croquis vite fait pour essayer d'expliquer si ce que j'explique n'est pas tout à fait clair. Vous creusez, vous faites un fossé, vous creusez, cette masse de terre, ça fait du déblai, et ce déblai, eh bien, vous en faites un talus. C'est le processus de ce qu'on appelle le déblai-remblai. Rien de perdu, rien de secret, rien de se perd, rien de secret, tout se transforme, c'est exactement ça, c'est Lavoisier dans un autre domaine. Vous n'avez besoin d'aucun matériau nouveau, et vous utilisez ce matériau sur place. Donc ça, évidemment, c'est une forme d'intelligence humaine, pratique, active, au plus proche des éléments, au plus proche des choses. On est plusieurs milliers d'années avant, ou on est au XVIIe siècle. Évidemment, le développement technique, les développements qu'a connu la société, l'humanité, ont fait petit à petit ces notions un peu perdues de leur présence, de leur prégnance. Il ne faut pas oublier que Vauban était un paysan, en fait, était issu du monde rural, du Morvan, et qu'il connaissait ça, faire un fossé, un talus, faire flotter un train de bois sur une rivière, c'était des choses, il pratiquait les éléments et la nature. Alors par exemple, à Belle-Île, il utilise la pierre qui est sur place, qui est le schiste. Le schiste, Belle-Île est une île schisteuse, et non pas granitique, comme le reste du massif. Elle est schisteuse, et en fait c'est la qualité, c'est-à-dire cette qualité, ce massif schisteux, eh bien il stocke l'eau, c'est-à-dire que l'eau s'infiltre, et elle est stockée en fait dans cette nature de sol. Elle est stockée, et de fait, eh bien, ça fait de Belle-Île un réservoir à eau au milieu de l'Atlantique. C'est très important à l'époque de la marine à voile, c'est très important aujourd'hui aussi. Et là, vous voyez cette pierre, et vous allez voir ici une batterie de canon qu'il installe sur une île, sur un petit rocher, à la pointe du gros rocher, si certains d'entre vous connaissent Belle-Île. Il installe cette petite batterie de canon. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il dérocte, et il utilise ce qu'il dérocte pour faire le mur. Donc en fait, il y a une économie de matière totale. Alors c'est évidemment des cas singuliers, extrêmes que je vous présente, mais ce par art et par nature guide l'action de ces ingénieurs, qui sont toujours confrontés à des problèmes de budget, à des problèmes d'acheminement, et parfois à des entrepreneurs un peu fripons, comme les prix Vauban. Donc, qui essaient de vendre le sable au prix de la chaux, ou vice-versa, ou d'autres choses encore. Donc là, vous voyez cette inscription, et elle répond finalement à des problématiques qu'on se pose beaucoup aujourd'hui d'insertion dans le site. Il faut que ça s'insère dans le site, il faut que ce soit... Eh bien là, on ne peut pas mieux faire, c'est presque du camouflage avant l'heure, c'est-à-dire que quand vous êtes au bord de la plage, vous ne le voyez pas, parce que finalement, il y a comme une continuité entre le rocher et le mur de rempart, avec cette petite différence, c'est que le rocher, il a sa géométrie naturelle, géologique, tandis que la petite batterie de canon, elle
elle est réglée par la géométrie, par l'art, c'est-à-dire avec un demi-cercle, de manière à battre avec des armes sur 180 degrés. Donc on a là cette distinction, la forme géographique, la nature qui produit des choses qui sont pas forcément d'une géométrie humaine et artistique, et puis l'art des ingénieurs avec la maîtrise de la géométrie, du compas, la manière de dessiner les choses, de les dessiner en plan mais aussi en coupe, et de combiner la coupe et le plan. C'est ce qu'appelle le coup d'œil. Vauban trouve cette expression pour définir la qualité en disant c'est le coup d'œil. Alors voilà, c'est une approche qui est importante et qui me semble importante à avoir présente à l'esprit aujourd'hui, dans notre période, dans la période qu'on vit, et aussi pour comprendre les architectures. Il y a la nature, mais il n'y a pas uniquement la nature, il y a les bâtiments qui parviennent jusqu'à nous. Et là, je suis remonté très très loin dans le temps. Vous avez ici un croquis, un dessin, fait par un artiste flamand, si ma mémoire est bonne, qui présente la ruine des thermes de Dioclétien à Rome. Vous voyez, vous voyez que le bâtiment, il en reste un petit morceau quelque part, qui est juste devant nous, dont on aperçoit l'idée que derrière cette sorte de façade, eh bien, on a encore un volume qui reste voûté. Eh bien, Michel-Ange, rien moins que Michel-Ange, quand il va être appelé par le pape qui lui demande d'édifier une église dans ces lieux païens et de mauvaise réputation que sont les thermes, eh bien, Michel-Ange, sans doute peut-être pour des raisons budgétaires, mais tout simplement aussi par envie de jouer avec la ruine, va installer Santa Maria degli Angeli, Sainte Marie des Anges, à l'intérieur de la seule partie des thermes qui est pratiquement restée debout. Et il va utiliser, valoriser, si je puis dire, le plan, c'est-à-dire en réussissant à inscrire une croix dans les pièces qui sont voûtées. Donc il y a une grande intelligence. Depuis, tout ça s'est considérablement enrichi. Il faut que vous regardiez les voûtes, parce que le décor de marbre est plutôt du XVIIIe siècle. Mais la récupération de cet espace, elle témoigne tout à fait de cette mutation, transformation qui est à l'œuvre et dont on ne parle pas assez souvent. C'est que Palladio, Michel-Ange, Alberti, tous ces grands noms de l'architecture italienne du XVe, du XVIe siècle, eh bien, ils ont considérablement pratiqué cette manière de transformer les espaces. Alors souvent, on les voit comme des génies créatifs ou créateurs, mais ils ont pratiqué de manière intensive cela, pour les mêmes raisons que celles que je viens d'évoquer avec Vauban et Belle-Île, la question de l'économie des moyens, la question de la rapidité à mettre en œuvre, et on voit que c'est quelque chose qui est permanent et qui se transmet de génération en génération en quelque sorte. Alors j'ai voulu quand même montrer quelques exemples de projets que j'ai pu avoir l'occasion de mener il y a quelques années passées. Ici on est dans la Drôme, à Bourg-les-Valences. C'est une cartoucherie, mais qui avant d'être une cartoucherie était une manufacture de textiles. Et cette cartoucherie, eh bien voilà, c'est un grand bâtiment avec une grande ordonnance, un rythme très régulier, une architecture de moellons, de briques, couverte de tuiles. Les couvertures avaient été restaurées avant que ne soit lancé le projet, d'ailleurs avec grande intelligence par le sénateur-maire de l'époque, qui s'était dit que si on ne faisait rien sur les toits, eh bien, le bâtiment n'aurait pas le temps d'attendre qu'il y ait un projet. Et cette manufacture de textile qui est devenue cartoucherie est devenue ensuite, dans le cadre d'un pôle de compétitivité autour du dessin, de l'image animée plus exactement, nous sommes en Rhône-Alpes, eh bien c'est devenu un lieu où une structure de production de dessin animé qui s'appelle Folimage s'est installée, et puis d'autres structures sont venues compléter l'ensemble. Et qu'est-ce que vous voyez là? Eh bien, vous voyez en fait un site avec une structure à l'intérieur qui est dans un état moyen, pour ne pas dire médiocre, mais auquel je me suis appliqué. J'ai essayé de m'appliquer à conserver le maximum de ce qui pouvait l'être. Vous avez les charpentes, les poutres et les solives en bois, vous avez les colonnes en fonte, et c'est évidemment un gros enjeu que de conserver ces éléments, parce que ça pose des questions. C'est une question d'héritage, heritage au sens où le diraient les Anglais, mais patrimoine, héritage au sens où nous on emploie ce terme, ça veut dire un peu la même chose, et aussi parce que c'est du matériau, c'est de la matière première qui est là. Pourquoi la jeter et faire autre chose à la place si l'on peut la conserver? C'était la demande de l'architecte des bâtiments de France, un peu maximaliste, qui disait il y a 173 colonnes, il faut toutes les garder. On a dû être obligé de se séparer d'une dizaine ou d'une quinzaine d'entre elles, mais les autres, on a fini par réussir à les conserver.
Et d'un seul coup, évidemment, ça fait une architecture qui vient s'installer à l'intérieur de ce bâtiment, qui travaille avec les qualités de ce bâtiment, qui conserve un certain nombre des éléments qui préexistaient, et qui fait que l'esprit du lieu reste, il est présent à travers un certain nombre d'éléments, même si, vous le voyez, j'ai choisi volontairement un des endroits où on a supprimé les rangs de solives, mais juste pour que ce soit clair. Évidemment, on n'est pas dans le passéisme. Là, on a besoin d'un énorme mont de charge, c'est une grosse gaine en béton qui va monter à l'intérieur du bâtiment, mais on fait tout ce qui est en notre mesure pour conserver les colonnettes en fonte, pour conserver les systèmes de poutraison, et vous retrouvez les rangs de solives derrière, qui sont là, et qui là remplissent leur mission, et qui ont été conservés. Tout ça dans un travail, évidemment, très, très collaboratif, très intense, avec ce qu'on appelle un contrôleur technique de la construction. Je ne sais pas si dans la salle vous savez toutes et tous ce que c'est, mais c'est quelqu'un qui accompagne le maître d'ouvrage et qui lui dit on peut faire, on ne peut pas faire, ça répond aux normes, ça ne répond pas aux normes, et ainsi de suite. Donc évidemment, il faut dans ce cas-là essayer de développer pas mal d'arguments pour arriver à convaincre et ou de compensation pour arriver à sauver ce qui peut l'être. Et vous revoyez ici la façade que vous avez vue tout à l'heure, avec un projet très simple, réalisé avec un paysagiste, David Desson-Girard. On a partagé beaucoup ce projet parce que, en fait, ce bâtiment, vous voyez en équerre, au départ, il était conçu pour faire un quadrilatère, un carré. Et ce carré, en fait, il n'a jamais existé parce que le porteur de ce projet, Noël Sagnal, il a commencé à construire tout ça, il a commencé à mettre en place sa manufacture de textile, puis il y a eu un incendie, puis il y a eu la guerre de sécession, la rupture des approvisionnements de coton pour les raisons que vous imaginez. Du coup, son affaire s'est un peu cassé la figure, et du coup, les deux autres corps de bâtiment n'ont jamais été construits. Mon idée, c'était de donner à lire par la remise à plat du plateau central, le carré de la cour initiale, qui n'a jamais été bâti sur ses quatre côtés, et ensuite, l'autre idée du projet, qui est très travail avec ce contexte, c'est tout simplement de tisser, c'est pas juste une figure de style, de tisser le jardin avec la façade. Vous voyez que les trumeaux correspondent à des pasquiers sur lesquels on circule. Et donc il y a tout un travail d'articulation entre plan et façade pour l'agrément des gens du studio de dessin de Folimage qui prennent place ici, et pour l'agrément du public qui se trouve de l'autre côté. Donc une manière de conserver la figure du carré, tout en étant capable de donner une forme d'intimité, ou en tout cas de mise à distance pour celles et ceux qui travaillent ici, et qui mènent ce travail de création de dessin animé. Ici, un petit plan en noir et rouge pour vous montrer, eh bien, on a là, dans un cas comme celui-là, on a évidemment tous les murs de façade, un certain nombre de murs de refend, les colonnes de fonte, et tout le reste, beaucoup de noyaux distributifs, sauf le grand escalier central, qui est refait, qui est repris à neuf, le jardin qui est installé, qui lui aussi est un ouvrage neuf. Donc on transforme les lieux, c'est toujours quelque chose qui importe. Un deuxième exemple, toujours dans le domaine de l'industriel, ici on est à Vitry, bien avant que Vitry ne s'urbanise densément, et vous avez ici une ancienne briqueterie, qui est la briqueterie de Gournay. Vous voyez ces grands corps de bâtiments qui abritaient la fabrication de ce qu'on appelle les corps creux. Si vous voyez sur des héberges de bâtiments, sur des héberges, vous voyez des sortes de boas en briques qui circulent sur le pignon, qui sont les conduits des cheminées et qui sont ce qu'on appelle des corps creux. Eh bien, ils étaient fabriqués là, et puis petit à petit, les méthodes et les matériaux ont évolué, ça s'est arrêté, et ces bâtiments ont été progressivement grignotés par une urbanisation jusqu'à ce qu'il reste un seul bâtiment. Et là, le Conseil général du Val-de-Marne s'est décidé, sous la houlette du créateur de la Biennale de danse, Michel Caserta, eh bien, s'est décidé à conserver un bout de ce bâtiment, le tout dernier bout qui subsistait, pour y installer un centre de développement chorégraphique. Aujourd'hui, on dirait un incubateur de danse contemporaine, c'est-à-dire un lieu qui présente des studios de répétition et en même temps un studio, scène, c'est-à-dire un studio qui bénéficie d'une scène de 15 mètres par 15 mètres, c'est-à-dire ce que vont pouvoir trouver les chorégraphes et leurs compagnies dans des grandes salles pour répéter des projets et les présenter devant ceux qui font tourner les projets et ainsi de suite, mais aussi devant le public. Donc un enjeu important, je vais passer très vite, mais voilà, qu'est-ce qui était mis à notre disposition? C'était ça, ce grand étage en haut. En dessous, on avait ce qu'on appelle un four Hoffmann pour fabriquer des briques, pour cuire les briques. Et au-dessus,
ils avaient une aire de séchage, c'est-à-dire qu'ils stockaient les briques, et vous avez ces fermes de charpente métallique, c'était beaucoup plus ouvert au départ, qui permettaient à la brique de sécher, de finir son séchage après le travail. Et là, dans le programme, par exemple, on nous demandait de faire des studios, un studio scène dans ce bâtiment, mais ça ne rentrait pas, parce qu'on avait un bâtiment qui faisait 14 mètres de large, et quand on vous demande un plateau de 15, ben vous dites qu'il y a une façade qui va y passer. S'il y a une façade qui passe, le système de charpente y passe, donc en fait il ne reste rien, et ça débouche, ça devient du façadisme. Donc moi j'ai proposé d'installer des studios de répétition là, et de construire un bâtiment neuf pour accueillir le plateau et le studio scène. Je ne vous parlerai pas de tout le reste, c'est simplement pour vous montrer du coup ce que permettait cet espace et dont raffolent les danseurs qui viennent répéter là et créer des futurs spectacles, c'est que finalement on a un espace qui n'est pas avec un plafond horizontal, on a un espace qui monte et qui est propice évidemment au mouvement, qui est propice à la danse, et vous en avez ici une petite représentation sous la forme d'une photographie où vous voyez ce corps de bâtiment intérieur qui est conservé avec ces fermes de charpente qui permettent de conserver la lecture du volume initial, les murs de briques. Sur toute une partie ici, il n'y avait plus de façade, donc c'est une façade neuve en pignon. Et puis ici, on est sur la façade qui donne sur la rue, qu'on a dû donc isoler de manière très méticuleuse pour pas qu'il y ait de problème, avec des systèmes de double fenêtre. Mais malgré tout, on conserve parfaitement le volume, on conserve la lisibilité. Et là où on nous demandait pour les studios d'avoir des hauteurs de plafond de 4 mètres, eh bien on offre 4 mètres à l'égout et 8 mètres au fêtage. Donc d'un seul coup, c'est un espace où beaucoup de créateurs, de chorégraphes comme Angelin Preljocage ou d'autres viennent répéter parce que c'est un espace très dynamique. Voilà donc mutation des espaces, disparition d'une activité, arrivée d'une autre activité. C'est quelque chose d'assez récurrent, j'ai envie de dire, et d'assez présent. Par contre, vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose. Il restait 3 murs et une ferme de charpente métallique et des voûtins entre l'étage bas et l'étage haut. D'où l'importance d'arriver à préserver ces éléments, parce que si on ne les préservait pas, ben on n'avait plus qu'une façade qui allait être piquée sur des corps de bâtiments voisins. Alors, c'est vrai pour les bâtiments, mais c'est vrai aussi pour les sites. Et c'est pour ça qu'avant de conclure sur cette séquence et de passer au port Vauban d'Antibes, eh ben, j'ai choisi de vous montrer le mémorial international de Notre-Dame de Lorette, qui, là, cherche à allier la géographie et la mémoire au service de l'émotion. Et là, vous avez, en fait, sur cette colline, qui est une colline où se sont déroulés des combats extrêmement sanglants dans les Hauts-de-France, en Pas-de-Calais. Il y a eu 100 000 morts pour conquérir cette colline. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté de la colline, c'est les puits de charbon du bassin minier. Et évidemment, l'enjeu de la guerre à l'époque, c'est pas le pétrole, c'est le charbon. Donc, des combats d'une extrême violence. Et quand on parle de l'enfer du Nord, avant de penser aux courses cyclistes, en fait, on parle de l'enfer du Nord à cause de la guerre de 14-18. Parce que c'est une région qui est totalement détruite, qui est totalement brisée par la guerre, et qui est une région qui compte de nombreux morts. Le président de la région de Nord-Pas-de-Calais, à l'époque, elle s'appelait encore comme ça, Daniel Percheron, a voulu créer un mémorial international qui tourne une page. On a là la plus grande nécropole nationale française, une nécropole qui réunit pas loin de 50 000 morts français, et il a voulu réunir dans un geste de fraternité internationale, d'abord européenne mais internationale en réalité, l'ensemble de ceux qui sont tombés dans les départements du Nord et Pas-de-Calais. Ça représentait plus de 600 millions. Et c'est ce qui a amené à réaliser un mémorial, un monument en fait, c'est assez rare d'avoir l'occasion et la chance de pouvoir réaliser ce genre de choses, un monument pour réunir ces 600 000 noms. Et vous voyez ce site où la nature a regagné, a reconquis ses droits, là encore, je n'ai pas présenté de photos, mais en fait c'est une nature qui est complètement détruite, labourée par les millions de projectiles qui sont tombés dessus, mais malgré tout, la nature repart toujours, et on le voit ici, on voit encore la forme du relief, qui peut laisser imaginer la violence des combats. Et en fait, eh bien, un grand anneau, une grande ellipse qui est très silencieuse, qui ne cherche absolument pas à rivaliser évidemment avec la tour-lanterne, qui éclaire jusqu'à Lille, qui éclaire, qui a un phare qui tourne, c'est un phare en fait, en plein milieu des terres.
Et évidemment, ces alignements extrêmement émouvants de toutes ces croix, toutes ces stèles, au contraire, c'est un monument d'intériorité à l'intérieur duquel vous voyez 500 panneaux de métal, comme des pages d'un livre sur lesquels sont réunis ces 600 000 noms. Donc, là aussi, mutation des espaces. Un espace qui, jusqu'alors, était vierge, et il y avait la statue d'un général à gauche et l'état civil à droite, plutôt, et l'état civil à gauche, et là, on avait un champ. Donc, on modifie, on transforme, et finalement, ce que j'ai cherché à faire, c'est que ce monument soit soit le plus respectueux de ce qui existait auparavant, travaille avec le paysage, et c'est ce qui explique cette forme d'horizontalité aussi, pour travailler avec le paysage, pour laisser, quand vous êtes sur ce parvis, votre regard aller jusqu'au paysage qui s'étend derrière, sur la plaine de l'Artois. De l'autre côté, c'est le bassin minier et donc les puits de charbon, et donc être dans un rapport très spatialisé au site et à la géographie. Voilà, toujours le noir et rouge. Voyez le relief. Là, vous comprenez tout de suite beaucoup plus facilement ce qu'a pu être la violence des combats pour s'emparer de cette colline de Notre-Dame de Lorette. Et donc la place que prend, juste au bord finalement de la chute du relief, cet anneau, cette ellipse qui s'articule avec le parvis central de l'ensemble. Donc, mutation des espaces également. Et là, pourtant, il s'agit de construire un ouvrage neuf. Donc, on est dans un tout autre registre. Mais un travail avec un contexte géographique, un contexte historique, un contexte archéologique. On pourrait en parler pendant des heures, mais j'ai choisi d'être court. Dernier projet sur lequel je vais conclure, c'est une compétition, un concours qui a eu lieu en 2016 pour une délégation de service public. Alors ça fait partie de tous ces nouveaux types de procédures. Il y a la loi MOP, maîtrise d'ouvrage public, mais il y a aussi d'autres types de procédures, d'autres types d'appels d'offres qui se développent. Et là, c'est la ville d'Antibes qui a décidé de déléguer son port pour une durée déterminée, avec en échange un engagement de l'opérateur qui a cette concession, d'y investir, d'y réaliser, d'investir de manière massive pour remettre ce port à niveau. Pourquoi ? En Méditerranée, en Italie comme en Espagne et notamment en Catalogne, il y a eu ces dernières années des projets portuaires assez impressionnants, de très 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 grande qualité qui ont été réalisés, ou en Croatie encore. Et donc il y a une compétition qui se déroule autour du bassin méditerranéen. Le port d'Antibes est le plus grand port de yachting de la Méditerranée, mais il avait un petit peu vieilli, si l'on peut dire. Et donc l'investissement à réaliser massivement et rapidement, eh bien, la ville a choisi de le déléguer, et de déléguer ce service public tout en assurant le contrôle, tout en touchant une redevance tous les ans, et tout en récupérant, au bout de 23 ans, si ma mémoire est bonne, ou 26 ans, eh bien, le port en état de fonctionner et en état de parfait état de marche. Donc c'est un projet qu'on a mené à l'agence avec, sous la houlette là, de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. On était 4 ou 5 équipes. On n'a jamais vu les projets des autres concurrents, donc je ne peux pas vous en dire plus. On ne sait pas qui étaient les autres concurrents, mis à part que c'était un niveau de compétition internationale, puisque il y avait des Espagnols, des Italiens, des Turcs, et un propriétaire de yacht russe qui s'était marié avec un grand groupe français, voilà, un grand groupe de bâtiments. On a été très content de gagner ce concours, qui n'est pas un concours d'architecture au sens classique du terme, mais où malgré tout, l'aménagement, la transformation était une question centrale. L'architecte des bâtiments de France, des Alpes-Maritimes, avait un rôle, il y avait 2 jurys en fait, il y avait une sorte de jury économique, gestion, finance, et ainsi de suite, et puis un jury architectural. Donc ce projet s'est imposé dans ce jury. Ensuite la CCI a mis en œuvre ce qu'il fallait pour emporter aussi le volet économique. Mais c'est un projet qui cherche à travailler avec tout ce qui préexiste et surtout à essayer de s'intégrer avec une manière d'être de ce site qui est tout à fait particulière que j'ai développée. Voilà, alors voilà une photographie aérienne. Vous voyez tout de suite, vous avez la ville d'Antibes en bas, et vous avez au-dessus un ouvrage, le Fort Carré, qui n'est pas un fort Vauban qui date du XVIe siècle, mais beaucoup pensent que c'est lui qui donne son nom au port. Pas du tout.
C'est un fort en étoile, c'est au départ une tour circulaire qui a été flanquée de 4 bastions. Et on était ici à l'extrême limite du royaume de France avant l'annexion sous Napoléon III de Nice et de son territoire. Donc on était en limite et c'est un port qui est une fondation aussi ancienne que celui de Marseille. Et c'est un port qui a connu toutes les strates historiques que l'on peut imaginer, dont la strate grand port de guerre. Donc Vauban, pourquoi port Vauban? Eh bien parce que Vauban, à un moment donné, a imaginé en faire le plus grand port français de guerre sur la Méditerranée. Et puis finalement, de concert avec Louvois et Louis XIV, le choix va se porter sur Toulon, parce que c'est un peu plus loin, c'est un peu plus protégé, c'est pas à la frontière immédiate, parce qu'il y a la rade, parce que. Mais il va garder ce nom, et on voit là, ici, un des bastions qu'a construit Vauban, qui reste toujours en état et qui est sur le site, ainsi qu'une partie de cette enceinte qu'il a construite sur cet emplacement. Donc vous voyez, de la citadelle dite Vauban de Belle-Île-en-Mer au port Vauban, eh bien, le trait d'union, c'est ce grand ingénieur militaire. Alors, on est là, évidemment, quand on aborde un projet comme ça, on est face à un... Alors, vous m'excuserez, les titres sont en anglais, parce que le monde du yachting, c'est l'anglais. Donc, on a fait une présentation, beaucoup de titres sont en anglais sur cette présentation, mais bon, c'est relativement digeste, on va dire. En tout cas, qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez qu'on est dans une zone, alors on est d'abord dans un site géographique très intéressant, avec 2 hauteurs. Ici, la vieille ville avec une acropole, parce que c'est une fondation, je disais, un oppidum antique qui est là. Ici, une hauteur sur laquelle plus tard va être construite ce fort carré. Et puis entre les deux, une sorte de port naturel qui existe. On a là un ensemble qui s'est développé avec le temps, le port le plus ancien, ensuite une extension au fond de l'Anse Saint-Roch, ensuite une jetée qui a été progressivement construite, et bien évidemment, on a de fait dans ce port comme plusieurs quartiers de ville, c'est-à-dire qu'on a des ensembles, des noms qui parlent de chacun de ces espaces. Et de par le fait et la qualité historique et la qualité naturelle de cet ensemble, eh bien, on a toute une série de mesures de protection qui se portent. Un monument historique classé, un monument historique inscrit, un site patrimonial remarquable, une ancienne ZPPMP ou AVAP, un site inscrit pour l'environnement, des éléments pour les Posidonies Natura 2000, une SNIEF, enfin toutes sortes de textes réglementaires. Autant dire que l'intervention sur ce site est très encadrée, très contrôlée, parce qu'elle est très sensible du point de vue du paysage. Quand je vous disais qu'on a quatre ports, on a le vieux port, l'Anse Saint-Roch qui va être aménagé un peu plus tard, toute la partie qu'on appelle le carénage parce qu'il y a là un chantier naval, et enfin le quai. Alors c'est assez drôle parce que son nom officiel c'est le quai des 500 francs, c'est le nom de l'adresse, mais comme il accueille d'énormes navires, d'énormes yachts, aujourd'hui tout le monde l'appelle le quai des milliardaires. Le quai des 500 francs devenu le quai des milliardaires, j'avoue que c'est un peu troublant, mais c'est comme ça. C'est l'histoire, la toponymie qui veut ça. Mais on a, vous voyez, comme 4 quartiers. Et aujourd'hui, la ville d'Antibes, finalement, elle est derrière son rempart et elle a beaucoup de difficultés à dialoguer avec son port. Donc il y a un enjeu très fort qui est ville-port et port-gare. Donc ce port, la gare est sur la hauteur derrière, la ville est là, le port est entre les deux, et évidemment le port a un rôle à jouer pour assurer l'articulation de tout ça. Donc c'est un projet qui vise à modifier en fait l'aménagement de l'ensemble, c'est un projet qui vise à restaurer des parties d'ouvrages historiques, c'est un projet qui vise à réhabiliter certains bâtiments, à en construire de nouveaux pour les activités du port, puisque ce port c'est un port de notre 3e millénaire, donc un port où le numérique a une importance considérable, où les équipages sont formés, où toutes sortes de choses se passent. Il y a ici, vous avez un port center à Lorient qui est fameux, dont on parle, parce que le port d'Antibes cherche à se doter d'un port center. Il y a le port center du Havre, enfin il y a un certain nombre de port centers qui sont ces lieux où on cherche aussi à raconter au grand public, qui n'est pas forcément familier de la mer, ce qu'est un port, comment ça fonctionne, comment ça se développe, qu'est-ce que les gens y font, ainsi de suite. Donc vous voyez, une articulation, c'est-à-dire que le port sort un petit peu de son isolement, en quelque sorte. Il était comme isolé à l'envers par des remparts et des hauteurs topographiques. Et là, il essaye de retrouver son lien. Non, ça, c'est pas ça, c'est ça. Alors, ça démarre souvent tout ça par des petits croquis, des petites réflexions, essayer de poser quelques questions,
se dire comment inscrire ce projet dans le temps et dans le sol, parce que quand on arrive sur un site qui a comme ça plus de 2 millénaires d'histoire, évidemment l'archéologie est partout, elle est dans l'eau, elle est dans les sols, donc c'est un autre type d'interlocuteur qu'il faut articuler au projet. Et puis aussi, il faut arriver à faire rimer création avec mémoire, c'est-à-dire travailler avec des formes préexistantes, travailler avec une logique qui s'est développée pour que tout se transforme et qu'en même temps le port garde son identité et ses caractéristiques. Donc c'est un travail assez long à mener. Et évidemment, je suis reparti dans mon travail d'archive parce que pour arriver à comprendre, à s'imprégner d'un lieu pareil, vous voyez des amphores romaines, vous voyez des photos anciennes, vous voyez ici un plan relief réalisé à l'époque de Louis XIV, le port d'Antibes. Donc vous voyez ce que je vous évoquais tout à l'heure, le plus ancien port, il est là, derrière ce grand bastion qui s'appelle le bastion Saint-Jaume. Et puis le mur de rempart avec un autre bastion, toute une enceinte fortifiée qui a été rasée au 19e pour installer un grand boulevard, et puis étendre la ville. Ici, une avancée dans la mer également, qui a été ensuite transformée. Enfin, c'est toute une sédimentation au sens propre et au sens figuré. Ici, il y avait une base d'hydravion à l'époque, dans cet emplacement. Et vous avez ici une photographie qui vous montre le fort Carré à l'époque avec aucune plantation qui se développe, parce qu'un fort, ça a besoin de voir autour de lui. Et donc très longtemps, on a coupé, on a empêché le développement de tous les grands arbres et les grands sujets sur les pentes des glacis pour qu'on puisse se défendre à l'intérieur d'un fort. On a ici donc le Haut-Antibes avec son acropole, le fort Carré, le port Vauban, et finalement quelque chose qui unifie l'ensemble, qui est cette notion d'horizontalité. Horizontalité de la Méditerranée, tout simplement, horizontalité des fortifications qui se déploient comme un ruban linéaire, et puis cette émergence topographique. Donc un travail de paysage et un magnifique tableau de Vernet, vous savez, le célèbre peintre de port, qui montre le port d'Antibes. Et il y a donc une masse de documentation absolument inouïe qui permet de se rendre compte de ce qu'est ce port. Dans le contexte historique, autre chose, une grande étape qui s'est réalisée que partiellement, qui est l'étape qui a vu Guillaume Gillet, l'architecte qui a reconstruit la cathédrale de Royan tout en béton, eh bien, imaginer un grand projet de port. Alors, un nouveau port au fond de Lens-Saint-Roch, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, un projet de capitainerie. Ici, déjà une première jetée qui va être prolongée ensuite. Et pourquoi cette jetée? Eh bien, tout simplement parce que de port de guerre, alors d'abord port de pêche, port de commerce, ensuite port de guerre, ensuite port de commerce avec l'arrivée des problématiques liées au pétrole. Donc, tous ces terrains-là, ici, ont accueilli des raffineries. Et en fait, pourquoi ces énormes infrastructures? Pour accueillir des navires qui venaient décharger du pétrole. Et puis à un moment donné, pour des raisons de sécurité, pour toutes sortes de raisons, eh bien, le pétrole va plus loin, va ailleurs, parce qu'il n'y a pas la place, parce que le terrain monte tout de suite. Là, vous avez la saignée des voies ferrées. Vous voyez ici le tracé du réseau ferré. Et donc, ils sont à l'étroit, ils abandonnent. Et du coup, cette énorme jetée, qui est construite pour ce type de navire, va accueillir le yachting, les gros yachts. Et c'est ce qui va faire, en fait, basculer ce port dans une nouvelle page de son histoire, et qui va faire que Guillaume Gillet, notamment, va imaginer un projet extrêmement ambitieux, qui ne se réalisera pas. Il va réaliser une partie de ces aménagements, une partie de cette capitainerie qui depuis a été beaucoup transformée, et puis il va réaliser quelques quais, quelques éléments sur l'ensemble. Donc une connaissance qui nécessite d'être vraiment affinée avec le temps, pour vraiment avoir tous les ingrédients qui sont constitutifs de cet ensemble. Ici, c'est un plan de projet qui permet de voir l'emprise du site sur lequel on est amené à intervenir. Alors, on est toute une équipe, hein, évidemment. Je ne vais pas commencer à lister tout le monde, parce que ça serait peut-être un peu long. Mais on est toute une équipe parce qu'il y a des problématiques à la fois d'aménagement de sol, de VRD. Il y a des problématiques techniques. Il y a des problématiques, évidemment, de bâtiments, des problématiques de restauration de monuments historiques. Mais on a la chance, dans ce type de procédure de concours, finalement, eh bien, d'être architecte urbaniste mandataire, d'avoir pu organiser une équipe et de ne pas d'être sur une maîtrise globale, ce qui est très intéressant, ce qui pose la question du phasage, de l'organisation des travaux, puisque
On est dans un site occupé. Un port, c'est un site occupé. C'est un site où il y a des bateaux, il y a des périodes estivales et des périodes hivernales, l'estivage ou l'hivernage. Et donc tout ça amène beaucoup de questions. Ici, vous voyez en jaune, de manière très simple, représenter les principales interventions architecturales. La reconstruction d'un yacht center, la construction d'un lieu ou d'un bâtiment qui va accueillir toute une partie des artisans qui travaillent autour des bateaux. Ici, vous avez le chantier naval. Un bâtiment qu'on a appelé le bâtiment passerelle, parce que l'ambition de ce bâtiment, c'est d'assurer la liaison avec les terrains hauts, les terrains de la SNCF à travers une passerelle, et donc de pouvoir passer du port à la gare facilement. Une capitainerie qui a comme, pour l'instant, parce que comme c'est un projet au long cours, les choses peuvent évoluer, qui a l'ambition de devenir un restaurant à 360 degrés. Et puis ici, toute une emprise sur le bastion Saint-Jaume qui doit accueillir notamment un call center. Donc, une organisation des bâtiments qui se positionnent un peu dans différents points, dans différents quartiers, hein, le quartier du Vieux-Port, le quartier de l'Anse-Saint-Roch, le carénage et le quai des milliardaires, donc 4 interventions architecturales, outre des interventions assez variées et complémentaires. Voilà ici cette première zone réservée aux professionnels qui a depuis évolué. Hein. Je vous présente là des documents qui ont déjà quelques heures de vol, si je puis dire. Voilà à peu près comment ça se présente aujourd'hui, donc dans une situation qui est ce qu'elle est. Et demain, en fait, les travaux qui vont porter à la fois sur les réaménagements de sol, sur la restriction de la place de la voiture, parce qu'il y a tout un programme d'aménagement de parking, dans le détail desquels je ne vais pas rentrer parce que ça serait trop long, trop technique. Mais en tout cas, vous voyez, l'idée c'est de redonner sa noblesse à ce secteur, de retraiter les sols, de créer des promenades qui vont permettre de relier le fort au port, d'installer un grand bâtiment linéaire très simple, modulaire, qui va permettre d'offrir des surfaces à tous les artisans, à tous ceux qui sont là sur le port, qui aujourd'hui, pour une partie, sont simplement logés dans des containers, hein, il faut dire ce qui est. Et du coup, de donner aussi, entre guillemets, une qualité de service à tous les plaisanciers, à toutes celles et tous ceux qui sont là. Parce qu'il y a les énormes yachts, mais il y a aussi des bateaux de 5 mètres de long. Donc il y a plus de 1600 anneaux, mais de taille qui vont du plus gros au plus petit. Donc c'est très, très particulier et très varié. Ici, ce bâtiment passerelle, on est sur une emprise de terrain, on s'est placé pour dégager une sorte de place qui permet d'avoir un rapport à l'eau. J'ai oublié de dire une chose essentielle, c'est que l'idée, c'est aussi, je la donnerai tout à l'heure parce que là, vous n'allez pas avoir le support. Ici, donc ce bâtiment passerelle est constitué de 2 bâtiments et d'une passerelle qui permet d'articuler et d'accueillir un certain nombre d'activités liées au port, d'activités professionnelles, et qui permettent de fait de créer cet espace qui peut accueillir quelques événements et qui permet surtout, en passant d'un bâtiment à l'autre, de passer grâce à une passerelle sur la gare SNCF. J'ai oublié de dire une chose très importante qui nous a permis de gagner, en fait, sans forcément tout à fait le savoir, c'est que le modèle qui était celui de la CCI était un modèle qui ne visait pas à installer tout autour de ce port des grandes enseignes de luxe, LVMH, Vuitton, Chanel, Dior. On sait que certains de nos concurrents sont partis dans cette voie. Et le maire, en fait, n'a qu'une peur, c'est que s'il y a trop d'aménagements commerciaux sur ce port, sachant que sa ville est derrière un épais rempart, eh bien tout son centre commercial va se paupériser. Et donc, il n'avait pas du tout dans l'idée d'accueillir ce genre de grandes enseignes tout autour du port pour en faire une sorte de zone réservée. Donc en fait, notre projet, enfin le projet de la CCI, qui était plutôt de dire maintenons l'activité qu'il y a dans la ville, ne commençons pas à être en concurrence, eh bien, il est plutôt d'accueillir tous les services nécessaires à la vie d'un port qui ne peuvent pas être accueillis en ville et qui peuvent permettre de faire venir le public autre que les simples plaisanciers, si je puis dire, dans ce site. Et donc ce bâtiment passerelle, vous voyez, c'est un bâtiment qui permet, en montant sur un premier toit, puis en montant sur un deuxième, d'accéder à une passerelle et de relier le haut et le bas, et de relier le port et la gare. Donc c'est aussi de l'architecture, de l'infrastructure, de la liaison géographique. Et là, vous le voyez, ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a un gros travail qu'on est en train de mener, qui est un travail d'essayer de créer une promenade bord à quai sur toute la périphérie du port. Aujourd'hui, vous pouvez marcher pendant 50 mètres, après c'est interrompu par du stationnement, ensuite il y a des containers, ensuite il y a ceci, il y a cela, donc il n'y a pas de continuité de promenade.
et aussi d'avoir un deuxième rang, une promenade qui, elle, passe dans l'épaisseur des terrains, dans une zone paysagère. Avec malgré tout la poursuite, le maintien de stationnement, parce que je pense que certaines personnes dans la salle, vu la proximité du bassin qui est là, ou là, bon, je vais rappeler, doivent pratiquer le bateau ou connaître un peu les... On a évidemment besoin d'amener les choses au bateau, donc on a toute une logique, une réflexion sur le stationnement provisoire, le stationnement permanent ou semi-permanent et le stationnement réservé. Je ne rentrerai pas non plus dans le détail, et aussi la manière de traiter ces espaces. C'est quelque chose de très ambitieux. On a pu associer l'INRA, qui a là-bas, dans la Villa de Turet, une équipe qui réfléchit sur l'évolution des essences. On travaille avec un paysagiste qui s'appelle Antoine Quénardel, et qui travaille sur les essences qui vont pouvoir se développer, parce que l'évolution climatique fait qu'on sait très bien que certaines essences vont dépérir. Et que si on plante aujourd'hui, il faut planter ce qui va vivre avec le climat qui va évoluer. De même, on a des problématiques de remontée des niveaux des eaux, et donc il y a des endroits où on doit remonter d'1 mètre. On a de la chance, il y a beaucoup de quais qui sont assez hauts, donc qui sont encore tranquilles pour un certain temps, mais donc on a des problématiques de niveau de sol, des problématiques de plantation qui doivent faire que le port va être résilient ou solide. Voilà ce qui a été fait de la capitainerie de Guillaume Gillet. Donc on peut dire que si vous vous rappelez un peu de l'esquisse dans l'esprit, vous voyez qu'elle a été rabotée, décomposée, que vraiment on n'a plus l'impression de voir un grand bâtiment. Alors on a eu l'idée de redonner cette horizontalité à ce bâtiment, de lui redonner sa vigueur. Vous l'avez vu tout à l'heure, il a une forme comme ça, il a perdu cette écriture. On est là dans l'idée de donner à ce bâtiment un côté clé et phare, sans mauvais jeu de mots, au milieu du port. C'est très important. Est-ce que ça restera un restaurant ou est-ce que ça deviendra un restaurant ou restera une capitainerie? C'est l'avenir qui nous le dira, parce que maintenant on est rentré dans le vif du sujet. Évidemment, il y a tout un tas de discussions, tout un tas d'équipes qui travaillent à nos côtés, et notamment les équipes du port, les équipes de la CCI, les équipes de la ville. Donc c'est un enjeu considérable. Voilà un document. Alors je parlais de cette promenade Boracay. Vous voyez, l'idée c'est d'arriver à ce que les gens puissent circuler tout autour des quais, de manière piétonne, alors qu'avant, on manque de se faire faucher par une voiture. Ou ici, de réduire à une seule voirie, alors qu'il y en a 4 parallèles, une pour les camions, une pour les voitures, une pour desservir le Fort Carré, et une autre pour je ne sais plus qui, les associations. Donc essayer de réduire la place du bitume, réduire la place des voitures, avec l'idée, en fait, d'implanter dans cette zone-ci un parking souterrain qui nous permettra de résorber une partie du parking de surface. En surface, on a un stationnement gigantesque, considérable, qui fait que, je vous ai épargné ce genre de photos, quand on arrive de l'extérieur, sauf quand on arrive ici depuis la ville, parce que là, ça a été réaménagé de manière très qualitative, mais les autres endroits, on voit d'abord des toits de voitures briller sous le soleil, avant de voir aucun bateau. Donc on est dans une mise à distance par la voiture, et on a cherché à intégrer cette présence de la voiture. Voilà l'ensemble. Donc ça vous donne une vision un peu géographique, avec derrière les Alpes, évidemment, qui sont très, très impressionnantes, le Fort Carré. La ville haute est juste sur le bout de la photo, et le bastion Saint-Jaume et l'ensemble. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, et si vous avez des questions à me poser, je suis à votre disposition. Le Fort Carré, là, vous êtes pas intervenu? Non, le Fort Carré, il est dans un périmètre qui est resté ville. Il n'a pas été concédé, en fait. Il y a aussi de l'autre côté, il y a un magnifique musée qui est le musée Picasso, là, qui est dans un ancien château qui est superbe, qui est à l'autre. C'est dommage, la dia est coupée, mais on passait un peu plus loin sur la gauche, sur l'ancienne acropole antique, en fait. Et le Fort Carré, pour l'instant, le Fort Carré, il souffre beaucoup, en termes de fréquentation, de visite et d'utilité, parce qu'en fait, on ne peut y accéder qu'en faisant tout le tour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation à laquelle le projet vise à remédier. C'est qu'aujourd'hui, quand je veux aller au Fort Carré, j'ai fait évidemment l'expérience dès l'époque du concours, voilà ce qu'il faut faire.
vous voyez, ça dissuade pas mal de monde, surtout qu'en général il fait chaud, ça cogne. Là, vous êtes le long des bagnoles qui roulent assez vite en général. Là, vous êtes du côté de pêcheurs qui sont tolérés. J'ai compris qu'en fait, ils n'ont pas vraiment le droit de pêche, mais ils pêchent quand même. Enfin bon, vous voyez le genre d'endroit. Là, vous vous demandez si vous pouvez vraiment rentrer. Et puis à un moment donné, vous trouvez le chemin. Et là il y a la pente la plus raide, évidemment, juste au pied de la forteresse, pour que ce soit bien difficile à attaquer. Donc il faut vraiment avoir envie. Donc il y a très peu de visiteurs. Ensuite, jusqu'à présent, la ville a hésité à y installer des choses parce qu'en fait, le bâtiment n'est pas dans un état formidable. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, dans le projet à venir, l'idée, c'est que les gens, d'abord par la promenade de Boracay, puissent accéder et passer par là, ce qui est quand même beaucoup plus court. Et l'autre idée, c'est d'avoir une navette électrique, comme ça se fait dans certains ports aujourd'hui, un peu comme les traghettos à Venise, pour traverser, parce que là, on est au plus étroit du port, on peut traverser très rapidement, très facilement. Alors là aussi, il y a des discussions avec le directeur du port pour la problématique de sécurité, de gestion des navires, et ainsi de suite. Mais en fait, nous, notre envie, et je dis nous parce que c'est aussi une envie partagée, hein, c'est d'arriver à désenclaver le fort. Et là, il y a évidemment, ensuite, c'est un potentiel extraordinaire qui pourrait d'ailleurs dialoguer avec le musée Picasso, qui est facile d'accès depuis la vieille ville. Le directeur du musée, on en parle, éventuellement d'avoir des manifestations artistiques là, mais encore faut-il pouvoir y accéder. C'est tout bête, mais comme c'est inaccessible, ça a une toute petite fréquentation, enfin une fréquentation, je ne devrais pas dire ça, c'est une petite fréquentation, alors, à mon avis, et c'est évidemment, je n'ai pas montré de photos depuis là, mais on a un point de vue extraordinaire sur tout le port, sur toute la Méditerranée, sur les Alpes qui tombent dans la mer un peu plus loin. Enfin, c'est un point de vue extraordinaire. J'ai une question sur la procédure de cet appel d'offres. Tout à l'heure, vous avez parlé que vous étiez en concurrence avec des Russes qui étaient mariés avec une grande entreprise du BTP qui voulait installer des grandes enseignes. Et du coup, comment on compare deux offres comme la vôtre et celle de l'autre? Et c'est quoi le protocole pour faire ce genre de concours? Alors, c'est un protocole de délégation de service public, c'est-à-dire la ville lance un avis d'appel à candidature. Ce sont des candidatures qui prennent la forme de groupement, dont évidemment le mandataire doit avoir des moyens financiers qui lui permettent de garantir la réalisation, puisque là, Antibes, en tout cas la CCI a annoncé, ça ne concerne pas que le bâtiment, hein, ça concerne plein de types d'équipements, un programme de 135 millions d'euros d'investissement. La CCI, c'est le commanditaire ou vous étiez dans le groupement de la CCI? C'est l'équipe pour laquelle je travaille qui a finalement gagné le concours. D'accord, ok. Les autres équipes, c'est le port de Barcelone qui s'est lancé dans l'aventure avec toute une équipe là aussi. C'est d'autres opérateurs. Alors moi, c'est la première fois que je faisais un type de procédure comme ça, donc j'avoue que. Alors après, comment ils choisissent? Alors ça a duré pratiquement 1 an, donc je n'ai pas eu toutes les explications, c'est peut-être pas d'ailleurs nécessaire. Moi j'ai fait des oraux pour l'architecture, l'urbanisme et le paysage. Il y avait d'autres oraux sur les volets économiques, les volets de l'investissement, le plan d'investissement, dans quelle temporalité il se déroulait, ainsi de suite. Mais en tout cas, ça débouche pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que je suis toujours très prudent, mais ça débouche sur un beau projet qui se passe plutôt bien, et même très bien, ce qui est tout à fait particulier. Moi, je suis un architecte parisien, quand on vous parle de la Côte d'Azur, on se dit toujours qu'est-ce qui va se passer, comment ça va évoluer. Pour l'instant, ça se passe bien. Voilà, je dis pour l'instant, je suis prudent. Et on étudie les choses, on a le temps d'étudier les choses. Ce qui est très intéressant, c'est que vu l'étendue de tout ça, il y a une obligation de phasage. Il y a la période, pour l'instant, on est programmé à faire des travaux sur des phases, sur des périodes d'hivernage, donc des périodes courtes. On a pu, de fait, proposer la mise en œuvre d'un système de prototypage, parce que quand un opérateur gagne un projet comme ça en 2016 et qu'on est en 2020, tous les utilisateurs du port, ils disent « mais c'est quoi cette histoire? On nous a raconté que tout allait être remis en état, que ça allait être développé, mais on ne voit toujours rien venir. » Donc moi, ça m'a bien convenu parce que depuis le mémorial de Notre-Dame de Lorette, je suis convaincu, pour avoir fait des prototypes en préfabrication sur le béton comme sur le métal,
Je suis convaincu qu'un des outils pour garantir la qualité d'un projet, pour sécuriser le délai, c'est finalement de faire beaucoup de prototypage en amont. Et de fait, là c'est quelque chose qui a répondu à une attente du président de la CCI qui disait mais moi je suis harcelé, on me dit mais qu'est-ce que vous faites? On est dans une zone où évidemment le moindre permis de construire c'est 8 mois officiellement, mais ça dure 10, 12, 15 mois, hein, parce que il y a toujours des avis, enfin vous connaissez ça, vous êtes architecte, il y a toujours des compléments de dossier, il y a une cote qu'on n'a pas mise sur un plan qu'il faudrait quand même peut-être mettre, enfin bon, peu importe. Donc le prototypage, on a commencé à faire du prototypage, et ce qui est pratique, c'est que je dirais qu'avec la durée, ça permet de faire des choses dont on va pouvoir voir un peu le temps à l'œuvre, entre guillemets, comment les choses évoluent. Et donc on commence par phase. Là on est dans notre premier appel d'offres. Donc on est dans notre premier appel d'offres, ultra sécurisé. Nous, on analyse que les propositions techniques. La note a été, je sais pas, je rentre peut-être dans des détails trop techniques, non, je ne vais pas raconter tout ça, c'est très... Je parle dans des trucs. Quand on fait un mémoire, quand une entreprise répond à un appel d'offres, il y a une valeur, elle doit, sur 100, il y a souvent... une partie importante pour le prix, une partie plus faible pour la qualité ou la méthodologie. Ben là, c'est l'inverse qui a été fait. Et pour sécuriser tout ça, on a accès aux mémoires chiffrées qu'en allant dans une pièce dédiée. Enfin, du coup, il y a beaucoup de soins qui est apporté à l'organisation de tout ça parce que, évidemment, vu l'enjeu, vu l'importance, c'est quelque chose qui pourrait poser question ou poser problème. Là, tu as finalement une position entre le patrimoine et la modernité qui tu as fait un peu les deux écoles, ce que j'ai compris. Et en fait, moi ce que je trouve assez intéressant dans ton travail, j'aimerais bien savoir comment tu arrives à ça, c'est que tu es à la fois restaurateur, mais tu es un peu muséographe parce que il y a une chose que j'ai trouvé intéressante dans la diapo sur le truc l'espace de danse. Finalement, tu as gardé des fenêtres avec des pierres, des choses comme ça, un peu comme des tableaux anciens. Comment est-ce que tu abordes ces sujets-là? Est-ce que c'est dès le concours ou est-ce que c'est au fur et à mesure du travail que le maître d'ouvrage te laisse la possibilité de travailler et de faire évoluer ton... Alors, je dirais que c'est plutôt au fur et à mesure des études. Moi, j'ai besoin de temps. Je ne suis pas un rapide. Donc, au concours, on pose un certain nombre de bases, mais c'est vrai que, et alors travaillant sur des existants, pour moi, la phase diagnostique est extrêmement importante. C'est pas une phase qui doit être juste une phase gérée par des bureaux d'études ou des techniques, il en faut, mais je pense que pour l'architecture, c'est très important. C'est une phase où on rentre en dialogue avec le bâtiment, où on l'analyse, on cherche à le comprendre, on cherche à comprendre tout ce qu'il a vécu, hein, parce qu'un bâtiment, ça a souvent eu plusieurs vies, donc on cherche à rentrer en contact avec tout ça. Et ça se fait parallèlement souvent à un diagnostic. On a déjà démarré un APS, où on a eu un APS léger au stade du concours, enfin, et du coup, ça s'imbrique dans une démarche. Une autre chose qui pour moi est très importante, que j'essaye de pousser et d'obtenir, c'est que de ne pas lancer les travaux d'un seul tenant, mais de commencer à faire un peu de débarrassage, puis un petit peu de curage, commencer à rentrer en contact avec le bâti, comment est ce bâti, parce que souvent il y a des dalles de faux plafond 60-60, souvent il y a du placo ou autre chose, un vieux lambris un peu pourri qui a été rajouté devant le mur, enfin, souvent on a une connaissance assez fragmentaire en fait de ce qu'il y a. Donc ça fait partie aussi de cette approche. C'est-à-dire que les phases du début des études, pour moi, c'est des phases essentielles, et c'est des phases où souvent les choses se mettent en place de manière plus matérielle, plus précise, même si parfois il y a eu un peu le feeling de quelque chose qui pouvait être là. Parfois il y a d'énormes surprises, et on tombe sur quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé et qui pose question par rapport au projet. Dans ce cas-là, j'essaye plutôt d'être souple et de tirer parti de ce que nous donne le bâtiment que de marque-bouter sur ce qu'on a décidé au moment du concours. Donc c'est ce qui fait de fait qu'on est effectivement, comme tu dis,
Il y a quelque chose entre à la fois un regard un peu de restauration, un regard, et puis un autre regard qui est délibérément contemporain, parce que pour moi, il n'y a pas de... On ne peut pas être dans le pastiche, on ne peut pas être dans l'imitation, ça n'a aucun sens. De toute façon, on n'a plus les mêmes matériaux, plus les mêmes savoir-faire. La restauration identique, c'est une espèce d'illusion qui ne tient pas la route. On ne coupe plus les arbres comme on les coupait autrefois. Enfin bon, voilà. Tout ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant de se poser ces questions et de les porter, mais je pense qu'on est obligé de faire avec les moyens qu'on a et les moyens aussi dans une certaine forme d'économie. Après, si on peut tout dorer à la feuille parce qu'on est richissime ou parce que c'est le fait du prince, c'est une autre question. Mais sur les bâtiments sur lesquels j'interviens, on est plutôt confronté à des programmes avec des budgets qui sont souvent pas forcément si larges que ça. Il faut faire avec, il y a des temporalités, et donc c'est un jeu d'équilibre. Mais j'essaye, moi, de tirer profit, au sens noble du terme, de ces périodes où finalement on a encore une certaine marge de manœuvre, finalement, parce que la connaissance qu'on a du bâtiment, mais aussi souvent du maître d'ouvrage, elle reste lacunaire, entre guillemets, elle n'est pas complète. Bon, alors... Merci de votre attention. Merci.